Bonsoir à tous, vous suivez l'édition francophone de ReNews diffusée par Reopen Media. Une édition exclusive pensée pour vous offrir un regard direct, libre et approfondi sur l'actualité au cœur de l'Arménie et au-delà. Une nouvelle qui a fait grand bruit en Arménie. Le Premier ministre Nikol Pachinian effectuera une visite de travail en Turquie le 20 juin. Il s'agira de sa toute première visite officielle dans ce pays. C'est d'abord le secrétaire du Conseil de sécurité Armen Grigorian qui a confirmé l'information avant que Nikol Pachinian lui-même ne la confirme à son tour. Des spéculations alimentent déjà la presse des deux côtés. Selon plusieurs médias turcs, le face-à-face entre Erdogan et Pachinian pourrait également aborder la question sensible du prétendu corridor de Zangezur que Bakou réclame avec insistance. Nous faisons à présent le point sur les principales hypothèses avancées dans la presse autour de cette rencontre très attendue. Reportage Lilith Mouradian. Une visite historique, c'est l'expression qu'utilisent les grands médias turcs dans leurs gros titres avant de poursuivre. La Turquie attend Nikol Pachinian. Demain, à Ankara, Pachinian et Erdogan se rencontreront. Il s'agit de la première visite de travail en Turquie d'un dirigeant arménien au plus haut niveau. Pachinian n'a pas précisé aux journalistes les sujets qui seront abordés. Alen Simonian, l'auteur de l'expression « visite historique », avait déclaré aux journalistes que peu importait le pays sous l'égide duquel le traité de paix serait signé. Celui-ci, selon lui, servirait les intérêts de tous. Les médias turcs, citant leurs sources diplomatiques, écrivent qu'Erdogan et Pachinian discuteront du traité de paix et de la question du corridor de Zangezur. Selon les auteurs de ces articles, Ankara espère que Pachinian, malgré le désaccord public et politique dans son pays, est prêt à de nouvelles avancées concernant le corridor de Zangezur. Les médias turcs prédisent également que les contacts de haut niveau avec Erdogan renforceront la position de Pachinian sur la scène intérieure, notamment à l'approche des élections prévues l'an prochain. Le site 24 News, qui avait été le premier à révéler l'information du voyage en Turquie, écrit que, selon ces informations fiables, Pachinian discutera avec Erdogan de la signature d'un traité de paix ou d'un autre document similaire. Celui-ci pourrait être signé soit en septembre à Washington, soit en décembre aux Émirats. La source du média indiquait que Pachinian a réussi à retirer des négociations la condition préalable de la modification de la Constitution en démontrant aux Azerbaïdjaniens qu'il est tout simplement impossible d'y parvenir par le biais d'un sondage d'opinion et que de tels développements seraient dangereux pour son pouvoir. En échange, il se serait engagé à affaiblir les positions de l'Église apostolique arménienne. Il y aurait également une seconde condition préalable, le retrait de la base militaire russe après la signature du traité. D'ailleurs, avant sa rencontre avec Pachinian, Erdogan doit rencontrer aujourd'hui le président azerbaïdjanais Aliyev. Les présidents participeront à l'inauguration du quartier azerbaïdjanais, construit dans la ville de Kahramanmaraş, après le tremblement de terre. Est-il possible que Pachinian et Aliyev se rencontrent également demain à Ankara? Les parties arméniennes et azerbaïdjanaises indiquent qu'une telle rencontre n'est pas prévue. Pourtant, ce ne serait pas la première fois que Pachinian et Aliyev ont, comme on dit, des échanges informels en marge de divers événements. Lilith Mouradian pour Reopen Media. La situation autour de Samvel Karapetyan, l'un des entrepreneurs et bienfaiteurs les plus influents en Arménie et en Russie, continue de faire grand bruit. Le célèbre homme d'affaires a été placé en détention provisoire pour une durée de 2 mois. Une décision que ses avocats jugent clairement illégale et contre laquelle il annonce faire appel sans délai. Pour rappel, Samvel Karapetyan est poursuivi pour avoir publiquement appelé à la prise du pouvoir. Des accusations liées à ses déclarations de soutien à l'Église apostolique arménienne, dans un contexte de vive tension entre l'État et les institutions religieuses. Je lis le message de Samvel Karapetyan. Malheureusement, le tribunal a servi d'exemple flagrant en prouvant à notre peuple qui vit dans l'espoir d'un pays régi par la loi et la justice qu'il n'est toujours pas capable d'agir de manière indépendante pour la justice et sans instruction venue d'en haut. Soyez forts, il n'y a pas d'alternative à notre victoire. Nouvelle escalade dans le conflit Iran-Israël. Ce 7e jour de guerre aérienne a débuté par des frappes iraniennes ciblées en plein cœur d'Israël. Parmi les cibles, la bourse de Tel Aviv, le quartier général de l'armée israélienne et une base du renseignement militaire. Des détails sur les victimes commencent à émerger. La tension reste maximale dans la région. Quel serait l'impact d'un éventuel effondrement du régime iranien sur la région et plus particulièrement sur l'Arménie? Faut-il craindre une nouvelle escalade militaire cette fois-ci autour de Sunnik? Et surtout, quelle alliance stratégique l'Arménie doit-elle privilégier dans ce contexte géopolitique tendu? Nous avons posé toutes ces questions à Frédéric Ancel, expert français reconnu
connu qui nous livre une analyse claire et sans concession sur les enjeux majeurs qui attendent l'Arménie. Écoutons un extrait de son interview exclusive. L'Iran a raison de voir un affaiblissement de l'Arménie comme une menace et à double titre. D'abord, c'est une menace économique et commerciale qu'on oublie trop souvent. Parce que sur l'Araxe, il y a un pont qui mène à une route qui franchit de sud-nord l'intégralité du Zangezur et qui s'enfonce en Arménie puis en Géorgie et qui rejoint la Russie. Et entre l'Iran et la Russie, vous avez un développement des échanges économiques et commerciaux extrêmement important ces dernières années. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est une menace perçue comme beaucoup plus identitaire. Si l'Azerbaïdjan, par exemple, devait attaquer le sud de l'Arménie et établir une jonction territoriale avec le Nakhitchevan et avec finalement donc la Turquie, eh bien, l'Iran verrait au nord de son territoire un continuum turcophone. Et je pense que l'Iran a toujours été très, très soucieuse de ne pas permettre ce continuum qu'elle verrait effectivement comme une menace, en tout cas au moins, encore une fois, de nature économique. D'après vous, quelles doivent être les actions de l'Arménie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dépend de nous? Oh là, c'est une belle question philosophique. Est-ce que quelque chose dépend de nous? C'est-à-dire, est-ce que nous avons encore notre destin en main? C'est une très belle question. Alors, je vais vous dire, je pense que dans l'état géopolitique de l'Arménie actuel, il n'y a pour l'instant aucune espèce d'option militaire. Pour l'instant. 1. 2, Oui. Les options diplomatiques sont extrêmement peu importantes. On l'a vu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est la France pour l'essentiel. 3. Je pense que un gouvernement arménien, des gouvernements arméniens, devraient impérativement consacrer des moyens très importants à 2 secteurs très précis. Le premier, c'est le high-tech. Le high-tech, et il y a des ingénieurs en Arménie, d'excellents ingénieurs en Arménie. Il y a une école polytechnique. Je vous dis ça parce que les États, même faibles, dont les ressources naturelles commercialisables sont très peu nombreuses. Je pense à la Suède, je pense à Israël évidemment, je pense à Singapour, je pense à la Corée du Sud, je pense même au Rwanda maintenant. Des États de ce type-là, lorsqu'ils se mettent à faire du high-tech, à produire des services ou des objets high-tech, s'enrichissent davantage qu'en faisant de la rente. Pour découvrir l'intégralité de cet entretien avec Frédéric Ancel, rendez-vous sur notre site internet ainsi que sur notre chaîne YouTube. L'afflux de personnes quittant l'Iran pour rejoindre l'Arménie s'est nettement intensifié ces derniers jours. Plus de 550 ressortissants russes ont été évacués via l'Arménie, tout comme environ 110 citoyens indiens. On compte également des évacués originaires d'Allemagne, de Suède et d'autres pays. Nos correspondants se sont rendus dès ce matin à Mehri pour observer la situation sur place. Tout au long de la journée, Annie Hovhannissian nous fera part de ce qu'elle a vu. Écoutons-la. Nous nous trouvons actuellement au poste frontière Mehri-Iran. Depuis hier, des centaines d'Iraniens affluent ici dans l'espoir de rejoindre Erevan. Ils tirent la sonnette d'alarme concernant 2 problèmes majeurs. Premièrement, les chauffeurs de taxi exigent plusieurs centaines de dollars pour les transporter de Mehri à Erevan. Deuxièmement, le trajet depuis Téhéran jusqu'à cette frontière nécessite une grande quantité de carburant, alors qu'une pénurie sévit actuellement en Iran. Hier, lors d'une session de l'Assemblée nationale, le vice-premier ministre Merer Grigorian a déclaré que la situation faisait l'objet d'un suivi quotidien, précisant qu'on ne pouvait ignorer les problèmes logistiques et énergétiques auxquels sont confrontés les réfugiés, des problèmes qui, selon lui, sont déjà apparus. Il convient également de noter que depuis le 1er janvier de cette année, les gardes-frontières russes ont quitté ce poste qui est désormais entièrement placé sous le contrôle des gardes-frontières arméniens. C'était l'essentiel de l'actualité de ce 19 juin. Merci de suivre ReNews de Reopen Media. Je suis Hasmik Arakelian. À très vite.